Ève, bonjour. Tu es journaliste à Libération actuellement et été comme journaliste parti en Israël voir la situation après les événements du 7 octobre. Nous précisons que nous sommes le 3 décembre ce jour-ci, la situation est mouvante et je voulais m'entretenir avec toi. Tu as écrit plusieurs articles sur ton expérience, mais ça m'intéressait d'avoir de visu et puis tes impressions de voyage et comment s'est passé ce voyage. Alors d'abord, il a duré combien de temps? Je suis restée 10 jours à peu près. Bon, c'est relativement long et tu es allé un peu partout, si j'ai bien compris, en Israël. Oui, dans le sud, dans le nord Alors, et dans le centre. alors peut-être on commence par le sud, c'est le plus fort. Quelle a été ton impression? Normalement, c'était combien de temps après le 7? Alors je suis arrivée un mois après exactement, le 7 novembre. Jour d'ailleurs, enfin le mois, c'était le mois, donc Mhm. il y avait eu une minute de silence partout, dans les écoles, dans la rue, il y a eu des sirènes. Bon, j'ai atterri un peu après, mais voilà, je suis arrivée dans ce contexte-là. Et bah, la première chose quand même, c'est quand on sort de l'avion, on descend le grand hall à Ben Gourion Mhm. qui mène vers la sortie. Et là où d'habitude j'y étais 2 mois auparavant l'été, on voit la première chose qu'on voit en sortant de l'avion, c'est d'abord les panneaux shelter qui indiquent les abris bien visibles. Et puis surtout, de part et d'autre de ce grand hall là comme ça qui descend, les photos des otages alignés, Kfir Bibas, maintenant que tout le monde connaît le plus Petit jeune bébé, otage présumé ouais, mort. enfin on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas, Et Nahama Levi, voilà. alors, ça c'est déjà très important parce que ces images d'otages qui ont été allègrement arrachées dans certains quartiers ou à certains endroits en diaspora, ce qui est quelque chose particulièrement immonde à faire, d'arracher la photo d'un otage qui n'y est pour rien, bon, même si on est pour l'autre camp, peu importe. Et donc, arrivé à Ben Gurion, il y a au contraire tous ces visages qui accueillent et qui sont donc Exactement. tous ces gens qui sont retenus, on ne sait même pas s'ils sont vivants ou morts, etc. Et il n'y avait pas encore eu à ce moment-là aucune libération. Ça n'avait Exactement. pas encore commencé. Bon, et donc c'est déjà une bienvenue dans le C'est pays. ça, on est tout de suite, voilà, on est tout de suite dans le 7 octobre en fait. Ces visages, on les voit partout, pas seulement à l'aéroport. On les voit sur les panneaux publicitaires. Les visages ont remplacé les pubs. On les voit sur les palissades des chantiers qui sont à l'arrêt, forcément. Tout est à l'arrêt et on les voit. Les artistes aussi se sont emparés de cette question et ont fait des happenings, des installations géantes sur Kikar Abima, des lits vides pour évoquer les otages. Tout a été fait pour que justement ils ne soient pas sacrifiés. Parce que c'était aussi la peur, c'est que le but enfin, l'éradication du Hamas passe devant le sauvetage de ces otages. Alors, on va revenir après à la mobilisation Mm. de la société de façon générale autour de ces événements. Je crois que c'est un aspect très intéressant que tu as pu observer, mais allons directement dans le sud. Allons Tu dans le arrives, sud, ouais. on te fait visiter, comment ça se passe? Alors en fait, l'armée organise depuis le début, quasiment 3 jours après le 7 octobre, des visites des kibboutz qui ont été dévastés, enfin ravagés. Et donc, moi je surveillais, voilà, ces visites ont lieu 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, toute la presse internationale y va. Et donc je me suis inscrite. La condition c'est d'avoir un gilet pare-balles, puisqu'on est quand même dans une zone de guerre évidemment, avec des alertes, des roquettes qui tombent sans arrêt, etc. Et donc là, on est allé en bus jusqu'à Netivot, qui est la porte d'entrée en quelque sorte de l'enveloppe, ce qu'on appelle l'enveloppe de Gaza, c'est-à-dire tous Ces agglomérations ouais, qui sont le long du territoire de Gaza, voilà, c'est ça. agglomération juive. Exactement, avec tous les kibbutz. Et alors, voilà, c'est presque un peu amusant, je l'ai raconté dans un article.
l'armée, c'est devenu un peu un tour opérateur à la fois de la mémoire et du témoignage, avec vraiment, on nous dit quand on est dans le car, alors il y a des journalistes de partout, du monde entier, de Chine, de Corée, j'avais des Polonais, des Tchèques, il y avait des Italiens, des Français, CNews, voilà. Il y avait des photographes freelance qui étaient là parce qu'ils cherchaient du travail, donc ils arrivent avec leurs cartes, voilà, appelez-moi, pensez à moi, etc. Et voilà, on a le droit à un petit speech, alors d'abord de la chef des bureaux du Premier ministre, qui nous dit, qui nous fait un petit quart d'heure de propagande dans le bus, en sortant des panneaux qui ont été fabriqués avec, voilà, regardez ce qu'en fait le Hamas, alors quelques photos macabres, et puis Hamas ISIS, hein, comme ils appellent Hamas Daesh, hein, maintenant en hébreu, on n'appelle plus que Hamas comme ça. Et voilà, il nous dit, regardez ce qu'ils ont fait à Al-Shifa, regardez, ils utilisent... le gouvernement n'appelle plus que oui, comme oui, ça. bien sûr, non, le gouvernement, voilà, enfin, en tout cas, ça revient beaucoup. Parce que c'est un raccourci peut-être un peu critiquable, mais laissons ça. Ouais, mais la plupart des journalistes ne sont pas des gens qui connaissent, souvent ils viennent pour la première fois. Non, ils viennent pour la première fois, et d'ailleurs c'est drôle parce que le rendez-vous à Netivot était juste à côté du cimetière où est enterré Baba Saleh, le grand rabbin marocain. Et il y avait en fait un mémorial avec des bougies. Il y avait des fidèles, enfin des adorateurs du rabbin qui allumaient des bougies. Et donc il y a un journaliste de la télé chinoise, CCTV, qui est venu me voir et qui m'a dit ah, mais ça c'est pour les victimes du 7 octobre. Et donc moi je lui ai dit mais oui, bien sûr, voilà. Il a commencé à filmer et tout, puis après je lui ai expliqué que non, voilà, c'était un rabbin célèbre. Mais bon, voilà, pour vous dire, c'est drôle comment ça se télescope parfois. Et voilà, et ensuite direction, donc là c'est l'armée qui monte à bord, direction Kfar Aza. Et là, bon, c'était déjà un mois après. Un peu plus d'un mois après, je m'attendais à ce que quelque part les traces soient plus très visibles. Et en réalité, là où j'ai été très frappée, c'est que on arrive dans une sorte de paradis. Enfin, c'est vraiment le paradis parce que la végétation a poussé en plus depuis lors, puisqu'il n'y a plus personne. Le kibbutz, à peu près 600, c'est entre 600 et 700 personnes. Là, c'était quel kibbutz? Kibbutz Kfar Aza, voilà, qui a été donc un des kibbutz les plus durement touchés, avec à peu près 60 morts, enfin 10% de la population qui a été tuée, et une vingtaine d'otages. Et là, en fait, bon, au début, on voit rien, on voit juste cette végétation luxuriante qui est la seule chose vivante, hein, qui a vraiment repris le dessus. On voit encore la Souka, puisque le 7 octobre, c'était Simchat Torah, et donc la fin de Sukkot, qui est là, qui tient debout toujours. Et puis on commence à voir quelques maisons incendiées, puisque quand les terroristes n'arrivaient pas à ouvrir l'abri, le mamad, ils incendiaient la maison pour faire sortir les gens et ensuite les tuer. Et il y en a la première maison que je vois incendiée, elle est juste derrière la crèche, et toute la maison, il ne reste rien, il reste que des cendres, enfin le toit est défoncé, on voit la poussette par contre qui devait être sur la véranda, qui est intacte, avec plein de douilles à l'intérieur, voilà. Donc ça c'est une de mes premières images qui me marque particulièrement. Et ensuite on nous emmène dans ce qu'on appelait le quartier des jeunes à Kfar Aza, qui était le plus proche de la barrière, hein, donc le plus proche de Gaza. Oui, qui a été le plus attaqué. Qui a été le plus attaqué. Et là, c'est en fait, une le rue... quartier des jeunes, c'est parce que c'est des jeunes qui viennent d'arriver, ou voilà. un couple, ou qui quittent la maison des parents, veulent s'installer. Dans tous les kibbutzim, il y a toujours peu les plus vieilles maisons, un peu les moins bien installées. C'est ça, c'est une rue, en fait, c'est une rue entière avec à peu près une vingtaine de maisons, trentaine de maisons de chaque côté. C'est des maisons qui font à peu près 40 mètres carrés de plein pied, avec une véranda, une cuisine, un salon et la chambre à coucher qui sert d'abri en général. Alors, avec abri, porte blindée, fenêtre blindée, etc. Et là, ça a été enfin, c'est pas des combats, hein, d'ailleurs. L'attaque a été d'une violence telle que tout est défoncé, les maisons sont défoncées. Je m'attends. J'ai compris en fait ce qu'ils avaient vécu, c'est-à-dire qu'eux, ils ont été cueillis au petit matin, dont la plupart étaient, voilà, il était 7 heures, quelque chose comme ça, jour de fête, ils devaient dormir, et ils étaient en pyjama, à main nue, et en face, ils ont
des hommes qui sont arrivés avec des armes de guerre, parce que vu la violence des destructions, on comprend que ils ont eu en face voilà, des lance-grenades, des lance-roquettes, etc. Et il y avait des hommes de Zaka, donc c'est cette ONG qui est chargée de l'identification des corps et puis aussi de récupérer les restes humains, qui étaient encore en train de nettoyer les maisons. Tellement que la violence que j'ai appelée dans un papier, j'ai cherché le mot et c'est le mot qui m'est venu, c'est orgie. Ça a été une orgie, vraiment, véritable orgie de violence, de sadisme mais c'est ce qu'on ressent quand on voit les vidéos filmées par les terroristes eux-mêmes. Puisqu'on a beaucoup des films qu'on a pu voir sur ces attaques, c'est des caméras GoPro, hein, ils se filment, on a l'impression effectivement une forme d'orgie. Une forme d'orgie, tout à fait. Mais alors, là, d'ailleurs, sans orgie, même voire quelquefois sens propre, puisqu'il y a des violences faites, et notamment des viols. Voilà, qui commencent. C'est délirant. Ou manger, il y a eu cette scène terrible, des gens abattus, puis le gars ouvre le frigo, trouve à manger, mange, enfin c'est... Alors qu'il y en a d'autres qui sont encore vivants, les gars, en fait, il y a eu plein de témoignages dans ce sens. Exactement. Et c'est vrai que là, les lieux, en fait, attestent de ça. Et le fait que plus d'un mois après, il y a encore des sacs, devant chaque maison, il y avait des sacs remplis d'affaires ensanglantées, et voilà, les volontaires de Zaka, notamment un religieux qui avait une barbe fournie et la kippa, m'a expliqué son travail qui consistait à décoller les morceaux de chair humaine qui étaient restés collés au plafond. Et il continuait, un mois après, ça sentait encore très fort, la mort. Et moi, ça m'a beaucoup frappée parce que les images, c'est une chose, mais on arrive quand même avec les images on prend un peu de distance, c'est comme une vitre. Enfin, pour moi, je voyais comme à travers une vitre, alors que là, non, on est au cœur de la destruction et du pogrom. On est au cœur du pogrom. Et je sais qu'à un moment, moi, je me disais, je suis là pour témoigner, donc j'ai tenu à rentrer dans certaines maisons. Et à un moment donné, dans une des maisons d'un jeune couple, j'ai vu un autocollant sur une vitre, un morceau de verre brisé, Shalom Arshav, donc le nom du mouvement pour la paix maintenant. Et c'est vrai que à ce moment-là, moi j'ai une émotion très forte en voyant ça, parce que c'est pas seulement... ils s'en sont pris, je sais pas s'ils l'ont fait exprès, mais en tout cas à des pacifistes, quoi, vraiment. Et dans ce kibbutz, le chef de la communauté avait un projet d'usine avec le Gaza, le long de la frontière. Enfin, il y avait des tas de projets de paix économique. Voilà, ça c'est une dimension là, aussi... c'est peut-être l'occasion, peut-être un tout petit peu de remettre les pendules à l'heure pour ceux qui écoutent, mais parce que, le territoire où ça s'est passé n'est pas un territoire contesté, puisque c'est le territoire du partage tel qu'il a été au moment de la guerre d'indépendance de l'Israël reconnu. C'est pas les territoires pris après 67, donc c'est déjà pas des territoires occupés, si on emploie ce terme pour les territoires depuis pris en 67 au moment de la guerre des 6 jours. La plupart de ces kibbutzim du sud autour de Gaza, mais à d'autres endroits aussi, sont des kibbutzim dans la tradition du kibbutz, socialiste, très souvent à gauche, voire quelquefois très à gauche, donc militants et rêvant d'une forme de coopération avec Gaza. Et donc il y a plein de témoignages aussi de gens qui étaient activistes avec la population, enfin une partie de la population de Gaza, pour essayer de trouver des passerelles et puis aider les Gazaouites à avoir de la nourriture, des soins, à trouver des moyens des droits. Qui emmenaient les enfants vers les hôpitaux, qui allaient les chercher à la frontière. Et il y avait beaucoup de Gazaouis qui travaillaient dans les kibbutz aussi. Et donc il n'y a aucune... Finalement, c'est pas étonnant d'avoir ce sticker, cet autocollant de Shalom Arshav, qui est un vieux mouvement de la gauche israélienne, demandant justement à faire des concessions territoriales. Et donc là, tu le trouves jeté à terre, enfin c'est très symbolique. Très symbolique, dans le sang des gens, des militants de gauche qui ont été massacrés. Exactement. Et paradoxalement, alors quand tu décris là, toi, cette scène, tu es frappé par ce kibbutz, tu parlais du côté paradisiaque, mais c'est aussi... Il faut le savoir, un kibbutz, c'est souvent le travail de décennies, de générations de gens qui ont créé ces kibbutzim, qui ont essayé d'améliorer la qualité de la terre,
de faire pousser des plantes, etc. C'est-à-dire que c'est pas juste les plantes qui poussent comme ça. Non. C'est tout un monde, le kibbutz. Et la plupart des kibbutzim sont comme ça. Sont des vrais petits paradis, dans ce sens-là. Et c'est palpable, en fait. C'est des endroits où on marche pieds nus, par exemple, dans les allées. Il n'y a pas de... C'est des utopies, même environnementales, avant la lettre. Et il y avait d'ailleurs un mouvement de retour vers les kibbutz depuis le Covid. Nous, on a des jeunes qui changent de vie, qui vont dans la Drôme et tout. Eux, les Israéliens, les jeunes Israéliens, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de jeunes et beaucoup de jeunes familles, et malheureusement les premières victimes, qui sont revenus justement parce qu'il y a un esprit qui était en train de renaître, quoi. Cet esprit communautaire. Voilà, aujourd'hui... Il y a aussi une atmosphère dans le kibbutz, parce que les gens qui ne connaissent pas le kibbutz ne comprennent pas ce que c'est, en fait. C'est pas juste un village, c'est plus... C'est pas un village, c'est des maisons identiques parce qu'elles sont construites, c'est collectif. Donc chacun a sa petite maison, c'est un peu comme les maisons ouvrières dans certains quartiers ouvriers historiques. Chacun a sa petite maison, c'est jamais luxueux, c'est jamais des villas. Et c'est aussi, comme tu as dit, les gens marchent pieds nus, c'est une atmosphère où notamment de très très grande tranquillité. Exactement. Les chiens, c'est très bobo en fait. Et c'est aussi, je pense, à cette vieille dame enlevée dans son espèce de petite voiture électrique. Et j'avais vu sur une télévision française un commentaire dire c'est une voiture de golf. Je me dis mais ils savent pas ce que c'est qu'un kibbutz. C'est pas une voiture de golf, c'est tout simplement des voitures électriques qui servent à cette personne âgée de se promener dans le kibbutz parce que les distances sont quelquefois grandes pour aller à la salle à manger parce qu'on prend les repas en collectif ou aller à la lingerie, on lave le linge en collectif. Hein. C'est un collectif, le kibbutz. Exactement. Et d'ailleurs, quand je vous parlais de la poussette, c'est les petits chariots, je ne sais pas si vous voyez, c'est des chariots de transport d'enfants qui ne savent pas encore marcher avec des barreaux comme ça. Voilà. C'est des trucs en bois, un loul ça s'appelle en hébreu, et sur des roulettes. C'est ça. Où le gamin joue, on peut en mettre 3 ou 4 voilà, dedans. Voilà, on peut en mettre 3 ou 4, c'est comme ça que les enfants du kibbutz sont promenés avant qu'ils sachent marcher. Et je l'ai vu comme ça, entre plusieurs maisons incendiées, plein de douilles. C'était assez terrible aussi, cette image. Et c'est ça qui est frappant quand on va dans les kibbutz, c'est ce contraste. Le mot, il faudrait trouver un autre mot. Enfin, c'est entre ce côté paradisiaque, c'est vraiment le Gan Eden, et plus que l'horreur, enfin, l'orgie, enfin, ce que je disais, l'orgie, les atrocités. Voilà, il y a quelque chose qui est très saisissant. Moi, je trouve qu'il y a ce qui me vient à l'esprit en te parlant, hein, c'est une image qui peut-être ne convient pas, mais j'ai l'impression du choc de 2 utopies. Parce que le kibbutz, c'est une utopie au sens de vouloir une espèce de monde tranquille, égalitaire, de partage, de solidarité entre les générations, etc. Enfin, c'est vraiment ça, c'est une grande famille, le kibbutz. Et de se partager les tâches et tout ce qu'on voudra. Et, alors si j'appelle ça une utopie, le Hamas, qui est l'utopie d'aller tuer du juif, de se venger contre Israël, une espèce de haine qui est inexcusable en fait, sous prétexte de résistance. C'est un choc entre ce que tu décris, l'orgie, et ce mot que certains emploient de résistance ou de cause politique. Exactement. Il y a quelque chose qui ne colle pas ensemble, et un choc, me semble-t-il, où le Hamas vit aussi dans une utopie. Est-ce que le Hamas, c'est une utopie islamiste, de vouloir une espèce d'une société islamiste complètement unifiée, évidemment où il n'y a pas de place pour les juifs, il n'y a pas de place pour quoi que ce soit qui ne soit pas islamiste. C'est une forme de totalitarisme, le Hamas. C'est pas du tout un mouvement de libération nationale. Et ça appartient aux frères musulmans qui veulent mettre les États arabes par terre, tous faire une espèce de grand califat, enfin... C'est là où il y a un rapprochement à faire, même si j'aime pas trop personnellement. Je trouve qu'il faut se méfier de ces rapprochements avec Daesh et ISIS. Mais, parce qu'ils ont des différences, je suis pas sûr qu'ils s'entendent si bien que ça, mais ils sont très proches. Et donc il y a une espèce d'utopie sanglante qu'a été Daesh, aussi qui a attiré plein de jeunes. C'est très curieux de voir cet entrechoc de 2 utopies qui n'ont rien à voir en fait. Oui, je ne sais pas s'il faut appeler utopie, en tout cas idéologie. Quand je dis utopie, c'est pas forcément positif. C'est une utopie macabre. C'est une utopie. D'une société totalitaire. C'est une utopie au sens où on voudrait que le monde soit différent de ce qu'on vit. On peut l'appeler ça comme ça. Et c'était des juifs qui voulaient tuer. C'est-à-dire que on nous a projeté, quand j'y étais, des interrogatoires de combattants qui ont été arrêtés.
D'ailleurs, parfois, après, ont été soignés avant d'être interrogés. Et l'un disait... il était pas bien, enfin il était mal à l'aise, il regardait ses pieds et tout ça, et il disait voilà, il y avait une famille dans l'abri, c'était à Kfar Aza d'ailleurs, il racontait, il y avait une famille qui était dans l'abri, et celui de mon équipe s'est acharné pour ouvrir l'abri, forcer la vitre blindée, parce qu'il y avait un blindage derrière les vitres, il s'est acharné, il a fini par y arriver. Et du coup, les gens sont sortis et on lui a dit est-ce que tu es sûr que tu veux les tuer? Il a dit oui, ce sont des juifs. Il y a des juifs là. Donc voilà. Et donc oui. C'est bien. C'est pas des Israéliens, ils s'en fichent. Même si c'était des kibbutz. Oui, mais ça, c'est aussi la façon dont, dans le monde arabe, on désigne les juifs de façon générale, Yaoud, et c'est la façon dont les Palestiniens, de façon générale, désignent les Israéliens. C'est Yaoud. Et c'est les juifs, avec le côté péjoratif que ça peut avoir. Et quand je parle d'utopie, c'est qu'une utopie n'est pas forcément positive. Ça peut être le vivre ensemble, la paix, le kibbutz, l'égalité, je ne sais pas. C'est aussi, par exemple, un monde sans juifs. C'est aussi une utopie. C'est ça, ouais. C'est un monde islamisé. C'est un monde, si on compare avec les nazis, c'est l'utopie d'un monde sans juifs, débarrassé de cette et il y a quelque chose, il y a des rapprochements à faire, évident. Enfin, c'est comme ça qu'on le vit. Alors, le deuxième souvenir que je voudrais évoquer, aussi de grande tristesse, et c'est ailleurs, c'est à Haïfa, où j'ai été avec l'idée de voir un peu où en étaient les relations entre juifs et arabes dans cette ville qui est souvent érigée en symbole de coexistence. Et c'est vrai que c'est une ville où les Arabes sont restés, enfin les Palestiniens sont restés après la 48. C'est en Galilée, donc une région où il y a beaucoup d'Arabes israéliens, de Palestiniens d'Israël. Et donc j'y allais pour ça. Et je vais sur le campus de l'université de Haïfa, qui est sur le mont Carmel. Et j'arrive sur le campus. Et il n'y a absolument personne. Les bus de la compagnie israélienne continuent à monter à vide, je pense parce que tout simplement les chauffeurs sont payés. Donc ils vont jusqu'au bout du campus, où il y a 70 000 étudiants normalement. Et puis ils reviennent à vide. Les téléphériques qui partent du port de Haïfa jusqu'au Mont Carmel, pareil, les cabines s'ouvrent à vide et repartent. Et en fait, moi, ce qui m'a, là, à ce moment-là, frappé, je me suis dit, voilà, c'est ça, un pays en guerre, un pays démocratique en guerre, c'est-à-dire où les étudiants ne peuvent plus étudier. Voilà, c'est les lumières qui sont éteintes. Et ce campus immense et vide m'a fait une très forte, une impression terrible. On imagine la ruche que c'est d'habitude, 70 000 étudiants, dont à peu près un quart, 25% comme la part, 20% comme la part des Arabes israéliens dans la population israélienne, d'étudiants arabes. On est allé visiter les dortoirs et on est tombé sur des étudiantes arabes qui, elles, avaient choisi de ne pas retourner chez elles parce qu'elles n'avaient pas envie de retourner dans leur village, qui était très émancipé, qui étaient certaines en tenue un peu affriolante, avec les ongles faits, qui étaient en train de fumer le narguilé d'ailleurs, il y avait un nuage de narguilé dans cette petite chambre étudiante, et qui gloussaient, qui rigolaient, elles avaient toute la vingtaine. Et on a discuté avec elles, et ensuite il y avait aussi des réfugiés du Nord qui étaient là. Et parce qu'en fait la guerre est sur les deux fronts. Alors même si pour l'instant au nord c'est un peu la drôle de guerre, c'est-à-dire qu'on l'attend, il y a des escarmouches, il y a des tirs de missiles, il y a des tirs sur des positions israéliennes et inversement, etc. Pour l'instant il ne s'est rien passé, mais la grande crainte justement c'est d'être pris en sandwich. Mais il y a beaucoup de localités, l'équivalent de l'enveloppe de Gaza près de la frontière, des kibbutz, le Kiryat Shmona, des villes, Nahariya, etc. En tout, il y a pas loin actuellement de 400 000 personnes déplacées l'intérieur d'Israël. À l'intérieur d'Israël. Donc il faut voir qu'en fait, donc là, c'était des familles du Nord qui s'étaient réfugiées là, avec qui on a discuté. Donc il y avait, il y avait de la vie sur ce campus malgré tout, parce qu'il y avait ces enfants qui couraient, qui jouaient, qui profitaient des installations
du campus, le terrain de tennis, le terrain de foot, tout était à eux. Avec évidemment cette grande caractéristique, c'est la solidarité qui est très forte quoi, aussi dans ce pays. Depuis le 7 octobre, enfin quasiment dès le lendemain, chacun avait besoin de faire quelque chose aussi. Et c'est aussi, voilà, certains parlent d'une forme de résilience communautaire. Alors peut-être avant de parler de la solidarité, juste reprendre la question intéressante, moi je crois, de la fac. Pourquoi la fac est vide? Parce que les études ont été interrompues. Oui. Tout simplement la rentrée en fait n'a pas eu lieu. La rentrée universitaire, n'a pas eu lieu, exactement. La rentrée universitaire a lieu après la fête de Soukhot et elle aurait dû avoir lieu donc juste après. Alors l'explication, juste, c'est que comme une bonne partie des étudiants sont mobilisés, notamment les garçons, ils n'ont pas voulu rouvrir pour pas les pénaliser. Oui, voilà. non, donc c'est vraiment une explication. Non, ça. mais puis, voilà. Il y a toute une partie du personnel, c'est-à-dire qu'à partir du moment où, de toute façon, c'est un énorme, parce que c'est un des aspects de la guerre, c'est ce qui se passe à l'arrière, c'est tout un tas de choses qui s'arrêtent parce que tout simplement les gens sont alarmés et avec le coût économique très lourd, avec tout. Oui, on dit que c'est à peu près 10% de la main-d'œuvre israélienne qui est une année universitaire gâchée, par exemple, voilà, ou qui reprendra peut-être, en tout cas très en retard. Bon. Et donc, et aussi très intéressant de le dire, c'est qu'on parle souvent de la notion d'apartheid, etc. En Israël, un étudiant arabe israélien fait ses études exactement de la même manière qu'un juif, et il peut être prof à la fac comme un juif, etc. Enfin, les universités israéliennes, et notamment celle de Haïfa, mais pas seulement, sont des lieux... Enfin, moi, j'ai enseigné à l'université hébraïque. Dans mes étudiants, j'avais des Arabes, des Juifs, tout le monde dans la bonne entente. C'était absolument aucune ségrégation, strictement aucune, il n'en avait pas question. Et donc, l'université, c'est aussi ce lieu-là. C'est intéressant ce que tu dis, le lieu d'émancipation des filles qui en profitent. Oui, parce qu'elles vivent dans des villages et voilà, il y a le poids des traditions, quoi, tout simplement. Donc, et les agglomérations du Nord, c'est celles qui sont le long de la frontière libanaise, où se tient le Hezbollah et où tout peut exploser d'un moment à l'autre. C'est une autre utopie, l'université. Je veux dire, il y a l'utopie des kibboutz, mais il y a aussi cette utopie-là. D'ailleurs, ces jeunes filles palestiniennes, arabes-israéliennes, étudiaient la criminologie. Et voilà, se destinaient à être plutôt police judiciaire. Elles étaient assez ambitieuses, là, ce groupe-là. Donc voilà, c'est tout à fait exact. Et ensuite, il y a peut-être une autre précision sur la pièce blindée, parce que les gens ne savent pas toujours. C'est qu'en fait, en Israël, évidemment, sur les zones de friction, donc les zones à la frontière, c'est plus fort qu'ailleurs, mais normalement, c'est la loi dans n'importe quel appartement ou maison construite à partir des années 90, en fait après la guerre du Golfe, c'est obligatoire de mettre un mamad, c'est-à-dire une espèce de pièce blindée. Et ce qui est très particulier dans les attaques, parce que ça nous ramène à Kfar Aza, c'est que ces pièces blindées, elles sont faites pour protéger des éventuels bombardements, donc de missiles et de chutes de blocs de béton, de choses comme ça. Et elles ont une porte qui donne dans la maison. En fait, c'est une pièce. Parce que comme ça prend de la place, tous les Israéliens se servent de cette petite pièce qui fait environ 10 mètres carrés. Comme ça peut être la chambre, ça peut être la chambre des enfants, ça peut être la chambre des parents. Et donc, c'est une pièce aménagée. Il y a une porte qui est blindée et lourde, donc. Et puis, il y a une fenêtre aussi qui est aussi avec un volet blindé qu'on peut fermer. Mais c'est fait pour être ouvert de l'extérieur, pour que des sauveteurs puissent ouvrir. Et dans l'histoire des attaques, les gens sont allés se cacher là-dedans, ont essayé de maintenir la porte fermée pour que les terroristes qui attaquaient ne puissent pas rentrer. Et c'est tout le paradoxe, c'est que c'est fait pour être ouvert de l'extérieur. Il y en a qui avaient essayé de bloquer d'une manière ou d'une autre, et avec des scènes épouvantables de gars qui frappent sur la porte, qui attaquent pendant des heures. Ce qu'on a appelé en Israël la bataille de la poignée, en fait. C'est-à-dire tenir la poignée, la casser si on y arrive, certains ont réussi, et sinon la tenir pour que les terroristes ne rentrent pas. Donc il y a eu des véritables bras de fer comme ça qui ont duré parfois, voilà, et qui parfois ils ont résisté. Moi j'ai rencontré un jeune rescapé de Kfar Aza qui m'a dit, avec mon père on a tenu la poignée, on a résisté. Je l'ai rencontré au kibbutz, un autre kibbutz Shefaim au nord de Tel Aviv.
vieux kibbutz aussi des années 50. Où ils sont venus se réfugier là. Voilà, où toute la communauté de Kfar Aza a été transplantée en quelque sorte et accueillie dans l'hôtel du kibbutz, etc. Mais je voudrais revenir sur Kfar Aza que tu as vu désert, on a l'impression, moi j'ai visité avec mes enfants il y a quelques années au Radour sur Glane, où on a tout laissé en place. Alors, et il y a eu une hésitation entre reconstruire, par construire après la guerre. Tout le monde sait ce que c'est qu'Oradour, c'est donc ce village qui a été saccagé et massacré par une colonne de SS. Mais il y a un nouvel Oradour à côté qui existe, et puis il y a ce vieux village, en fait, qui était le village historique, qui est complètement... Et c'est très frappant. Moi, j'ai été très frappé par cette visite d'Oradour. J'ai trouvé que c'était intelligent de l'avoir gardé tel quel, avec encore les voitures, les trucs. Bon. C'est un voyage dans le temps. Là, c'est un voyage juste dans le temps d'un mois, mais j'espère que ce sera reconstruit, peut-être pas gardé tel quel, mais c'est un débat. Mais c'est l'impression que tu as eue avec ça. La poussette qui reste, tout est en place. Mais alors, c'est drôle parce que c'est exactement... J'ai cherché après, parce que j'étais là pour raconter. Donc, j'ai écrit un article ensuite de cette visite. Et je pense que ça m'a aidé aussi à surmonter voilà, ces images et ces impressions et voilà, ces odeurs. Et je cherchais et je me suis dit, cette rue-là, le quartier des jeunes, c'est ça, c'est Oradour. C'est exactement ce que j'ai mis dans mon article. Et alors, la question de qu'est-ce qu'on en fait ne se pose pas encore. J'ai posé la question notamment aux communicants qui étaient là. Ils m'ont dit non, on va revenir, on va faire refleurir le désert. Ils sont vraiment dans le discours sioniste de... le but, c'est qu'ils puissent revenir le plus vite possible, etc. Mais ceci dit, quand on voit cette rue-là, on se dit, oui, il va falloir... il faut falloir en faire quelque chose, quoi. Et moi, en fait, les Israéliens... qui ont la mémoire évidemment avec Yad Vashem, enfin de la Shoah, etc. Ne peuvent pas ne pas y penser déjà. En fait, ils sont à la fois dans l'urgence de convaincre le monde entier que ça s'est bien passé, parce que immédiatement ils ont fait face à un négationnisme en temps réel. Voilà, c'est pas 30 ans après, ou c'est en temps réel. Et donc, ces visites, c'est sûr qu'elles sont organisées pour ça, pour aller contre ce négationnisme. Et d'ailleurs, il est dit aux journalistes, vous êtes chargés de témoigner et de dire au monde ce qui s'est passé. C'est pour ça ils ont dit, on continuera ces visites. Si on pouvait emmener tous les journalistes du monde entier, on les emmènerait. Voilà, donc c'est ça. Mais je pense, ils y pensent déjà. Et d'ailleurs, ils documentent déjà. Ils documentent les crimes aussi dans l'idée que on va faire de l'histoire, quoi, aussi de tout ça. Donc oui, c'est vrai. Je voudrais juste revenir quelque chose autour de l'abri, parce que ça me semble fondamental. L'idée du refuge. Il y a Israël comme refuge pour les Juifs. Bon. Déjà chez Herzl, évidemment encore plus après la Seconde Guerre mondiale, l'État refuge. Bon. Et là-dedans, le mamad, l'abri, c'est le refuge dans l'État refuge. Et en fait, le fait que cet endroit ait été violé, cette pièce refuge ait été violée, et qu'il ait été le lieu des pires horreurs, c'est ça qui, je crois, est particulièrement traumatisant pour les Israéliens. Et pour avoir parlé à beaucoup de psychologues, les enfants font des cauchemars, il y a des gens qui ne supportent plus d'être dans cette pièce. Les gens aujourd'hui ferment à double tour, parfois même ils habitent en étage, ils ont peur de l'intrusion. La peur de l'intrusion, de l'infiltration est devenue vraiment très très envahissante. Et c'est là où voilà, je trouve que c'est une des spécificités de ce pogrom, c'est que ça s'est passé dans les maisons, mais en particulier dans ces pièces qui étaient censées nous protéger. Mais alors, c'est toute la question du but de cette attaque, et qu'on ne va pas débattre, parce que c'est tellement difficile de comprendre la pensée du Hamas, mais c'est une attaque organisée de longue date. C'est pas une attaque spontanée du tout. C'est une attaque qui a un but politique précis. Alors, c'est pas très clair lequel d'ailleurs, parce que relancer la cause palestinienne, moi, je pense que ça va faire reculer de 50 ans plutôt qu'autre chose. Mais bon, mais certainement un des buts, c'est de faire peur. C'est de faire peur que les Israéliens et les Juifs sentent qu'ils n'ont rien à faire là, qu'ils s'en aillent, qu'ils seront massacrés de toute façon un jour ou l'autre. C'est totalement génocidaire. Et sur la question de la parole politique
ou militantes autour de cette question, d'inverser, d'attaquer, de reprocher à Israël un génocide en Palestine, ce qui est ridicule quand on voit les chiffres. C'est surtout complètement délirant. L'armée israélienne prévient, attention, on va bombarder là, eux, ils viennent tuer exprès des civils sans prévenir, donc ça n'a rien à voir. Mais il y a quelque chose d'indécent dans la façon dont toute cette affaire a été traitée, mais c'est un autre problème, on va parler de ça. C'est le retournement classique. C'est classique, mais c'est indécent. C'est indécent, il y a quelque chose de profondément dégoûtant, enfin vraiment indécent. Ouais. Justement, c'est le... Non, parce que... Comme la négation des viols, comme tout un tas de choses, enfin c'est... Ou les scènes qu'on a vues de libération d'otages, on vous dit au revoir, genre revenez quand vous voulez. Les vacances à Gaza se sont bien passées, etc. Oui. Il y a quelque chose de profondément indécent dans tout ça. Oui, parce que pour fonder un crime, il y a deux choses en droit, c'est l'élément matériel et l'élément moral. L'intention morale, très importante. Dans le cas d'Israël, même si on peut leur reprocher de ne pas tout faire ce qu'il est peut-être en leur pouvoir pour minimiser les victimes civiles, en tout cas il y a des débats là-dessus, l'intention n'est pas génocidaire. Même si effectivement des enfants, des femmes, des civils sont touchés, y compris des femmes et des enfants. Là, il y a une intention qui est clairement génocidaire, parce qu'on s'en prend à des bébés, à des enfants. Maintenant, venons-en à la troisième aspect dont tu voulais parler, qui est la mobilisation de la société israélienne. Parce que je pense que c'est un point très important de ton voyage et de ce qui se passe. C'est-à-dire que ce massacre a été très médiatisé, couvert par différents reportages, on en a parlé. Ce que tu as raconté sur Haïfa est moins médiatisé. Moi, je trouve que ce qui se passe à l'arrière dans la société israélienne, comme c'est moins spectaculaire, c'est moins médiatisé, c'est dommage, parce qu'il y a une mobilisation absolument extraordinaire. Il faut savoir que aucune couche de la population israélienne n'est en dehors de cette mobilisation, et qui est massive, et que des quantités énormes d'Israéliens qui étaient partis faire des voyages à l'étranger sont venus. Il y a des avions entiers de gens qui sont revenus, de jeunes qui sont allés se mettre sous les drapeaux immédiatement. Enfin, c'est pour les Israéliens, et je pense pour les Juifs du monde entier sans doute, mais les Israéliens en particulier, c'est un traumatisme tellement fort que ça ne pouvait que susciter une espèce de prise de conscience et d'éveil. Et ça, tu l'as senti. Oui, alors ce qui est frappant, c'est que moi j'y étais peu de temps avant, en juillet, où j'ai participé aux manifestations pro-démocratie, contre la réforme de la Cour suprême, où on avait l'impression qu'Israël n'avait jamais été autant divisé. Il y avait deux camps vraiment qui s'affrontaient. Et là, effectivement, tout ça n'existe plus. À Kfar Aza d'ailleurs, il y avait encore une grande banderole Boucha, honte, Donc clairement les kibbutzniks aussi avaient manifesté, en tout cas participaient à ce mouvement. Et là effectivement tout ça a été là on a l'impression que en fait ce petit pays, parce que j'ai regardé les chiffres, c'est 20 000 km², donc c'est plus petit que la Bretagne, la région Bretagne. Bon, c'est une seule famille. En fait, aujourd'hui, c'est une grande famille. Déjà parce qu'en fait, tout le monde connaît quelqu'un qui soit est mobilisé, soit était à la rave party, soit a de la famille plus ou moins éloignée dans les kibbutz, etc. Donc, il y a quand même cet aspect-là. On finit toujours par connaître quelqu'un. Voilà, on finit toujours par connaître quelqu'un. Donc déjà, tout le monde est concerné. Évidemment, la diffusion des images, et puis le fait qu'à la télé, en permanence, il y a à la radio, Galei Tzahal, et puis sur la 12, que je regardais aussi, sans arrêt, il y a des témoignages, etc. Donc, et puis la télé est allumée partout, tout le temps. Et donc, effectivement, tout le monde est concerné, et je dirais aussi les Arabes israéliens. Moi, j'ai rencontré aussi des Arabes israéliens pour qui se sentaient... Le sentiment d'appartenance, selon les sondages, n'a jamais été aussi fort à Israël. Et effectivement, ça s'est traduit par une mobilisation exceptionnelle. Alors, est-ce que c'est lié à une carence de l'État ou est-ce que c'est un autre rapport à l'État mais en tout cas, on a une solidarité
qu'on voit pas forcément en France, où on va attendre beaucoup plus de l'État qu'il intervienne, etc. Donc là... Il y a eu des carences de l'État évidentes. Oui, il y a des carences. Ça a été dénoncé. Oui, oui. Le gouvernement, il faut quand même le dire, a été nul. Il était nul avant, voilà. Il est nul après. C'est une catastrophe. Les services de renseignement, voilà. La société civile et l'armée fonctionnent bien, des services hospitaliers, etc. fonctionnent bien, mais l'État était lamentable. L'État au sens du monde politique, le gouvernement. Voilà, le gouvernement... Mais même là, là, les gens commencent à dire, oui, on supplée aussi aux carences de l'État. Il y a eu, par exemple, les psychologues, on leur a demandé de se porter volontaire. Ils ont dit, ouais, mais attendez, nous, on est payé une misère, donc, ok, vous nous payez dans ce cas, parce que ça va. Ça fait des années qu'on réclame des augmentations de salaire, etc. Bon, mais oui, enfin, je pense que ça participe beaucoup de la résilience, en tout cas, collective. De se sentir... les études sur les syndromes de stress post-traumatique montrent que c'est très important de faire quelque chose, en fait. De pas trop réfléchir, de pas trop... voilà, c'est pas le moment trop de la psychologie, c'est pas le moment. C'est agir, se sentir utile, faire quelque chose. Et donc, ils font ça. Et je pense que ça participe beaucoup quand même déjà d'éviter d'être seul. Alors, le week-end, ils vont ramasser dans le sud... les fruits et légumes pour éviter que les récoltes soient gâchées. Les étudiants, justement, qui n'ont plus cours, vont aider, donner des cours aux enfants là sur le campus à Haïfa qui n'ont plus d'école. Voilà, ça prend des formes. Dans les écoles, on a écrit des lettres aux familles des otages, on a fait des dessins. Enfin, tout le monde a sa mesure. Dans toutes les épiceries, tous les supermarchés, il y a des tirelires, il y a des cagnottes, il y a la fameuse organisation Frères d'Armes qui aussi, alors avec l'efficacité israélienne, a réussi à... Il faut dire un mot sur Frères d'Armes. C'est que Frères d'Armes, c'est une organisation qui s'est montée au cours des manifestations et qui, donc contre le gouvernement Netanyahou, où au départ c'est un tout petit groupe d'une unité spéciale de camarades d'unité. Il faut savoir aussi que dans la société israélienne, servir dans une certaine groupe, une certaine unité militaire, ça crée des liens très forts entre les gens. Et donc risquer sa vie ensemble, ça crée des liens, c'est logique. Et c'est au début un tout petit groupe WhatsApp qui se réunit pour de gens qui vont à ces manifestations. Puis ça a pris une ampleur jusqu'à être plusieurs milliers. Et ce sont donc tous des anciens combattants au sens où, voilà, des anciens de l'armée. Voilà, c'est pas des anciens parce qu'on est toujours dans l'armée jusqu'à un certain âge. Mais donc c'est vraiment frères d'armes et qui sont organisés autour d'une cause politique contre le gouvernement Netanyahou. Et un des grands débats, c'était allons-nous aller aux entraînements ou allons-nous refuser de servir l'armée sous ce gouvernement qui est considéré comme dans une dérive antidémocratique. Et ce qui est très intéressant, c'est que du côté du gouvernement, on les a accusés d'être des traîtres, d'être des gauchistes, en train de mettre tout en l'air, etc. Et que le jour même de l'attaque, tous ces gens-là ont tous été dans leurs unités. Il y en a un des fondateurs qui est assez célèbre, parce qu'il a pris plusieurs fois la parole dans les grandes manifestations, était un des tout premiers à intervenir sur le terrain et donc aller au combat, vraiment, et au combat dangereux. Il a rassemblé son unité pour ensuite combattre également le lendemain. Et donc, cette organisation très, très efficace pour organiser les manifestations, donc ces frères d'armes et d'autres, ont mis toute leur capacité d'organisation pour la solidarité. Et ont notamment créé une espèce d'immense
en gare, comme ça, de réserve de tout un tas de choses pour venir en aide. Exactement. Où Blinken, le secrétaire d'État américain, est venu visiter tellement c'était spectaculaire. C'est une ruche, voilà, une efficacité. Tu es allé sur ce... Non, j'ai pas été, mais j'ai vu à la télévision, effectivement, c'est absolument étonnant. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment ce que le gouvernement n'a pas été capable de faire. Ça, c'est très intéressant sur le plan politique. Après, la question se pose quand même de est-ce que cette unité exceptionnelle, je veux dire, c'est ce peuple qui est devenu une seule famille, va perdurer. Et ça, c'est quand même une question qui se pose parce qu'il y a la question des colons, les plus extrémistes, qui sont représentés au gouvernement et qui sont très vocaux. Là, récemment, il y a eu un attentat à Jérusalem, au carrefour à Givat Shaul. Un an après, d'ailleurs, un attentat qui avait déjà eu lieu, revendiqué par le Hamas et qui a fait partie des raisons pour lesquelles la trêve qui avait été décrétée est tombée. Et il se trouve qu'il y a un des civils, enfin, qui a réussi à désarmer qui était armé, mais qui a réussi à désarmer les terroristes, enfin tuer les terroristes, à neutraliser les terroristes, a été lui-même tué, parce qu'il a été pris par un terroriste, par un jeune, apparemment... Kestelman s'appelle. Voilà, qui était pas forcément bien formé, qui venait d'une colonie, etc. Et donc, bon, ça c'est un petit électrochoc en Israël, parce que c'est un peu, voilà, le friendly fire, et la question de l'ennemi interne, enfin intérieur, voilà, et je pense va quand même se reposer et notamment autour des otages, on a vu des familles, enfin des Israéliens à Tel Aviv, sur la place des otages, manifester de l'autre côté de l'avenue Kaplan en disant qu'ils étaient contre l'accord de libération des otages parce qu'on ne faisait pas de pacte avec le diable. C'est la nouvelle expression et ça a été repris par les ministres Ben Gvir. Voilà, donc c'est quand même une question aussi de... C'est évident que l'unité ne peut pas durer éternellement parce qu'il y a des divisions politiques très fortes et des choix à faire drastiques. Et donc, forcément, ça crée de la division, ça c'est évident. Mais et la question des otages est de toute façon sujet à division. C'est aussi des utopies qui sont trop chocs aussi. C'est des visions du monde messianiques. Quand on entend ces gens dire il faut sacrifier cette femme qui était allée dire à une mère d'otage, moi mon fils, j'aurais pas demandé à ce qu'on aille le chercher. C'est aussi deux visions absolument. En disant il faut sacrifier les otages pour le bien du peuple juif futur. Oui, non, mais il y a en Israël des visions totalement opposées, ça c'est évident, et des valeurs opposées. C'est-à-dire la valeur, un peu l'État au-dessus de tout, enfin ce que Yeshayahu Leibovitz appelait une forme de fascisme juif. Dans le Gush Emunim, c'est la partie dure des colons, et c'est évident. C'est que la vie humaine compte peu face à la cause, alors qu'à l'inverse, l'humanisme de la gauche, du centre-gauche, ou du centre-droit et de Tel Aviv, si on schématise, c'est certain, c'est évident que ces divisions reviendront. Mais ne nous occupons pas du futur. Moi, je voudrais te poser une question maintenant personnelle. Tu as fait ce voyage, tu as vu des choses très fortes, hein, j'imagine, émotivement très fortes. D'abord, la chose la plus forte, c'est quoi ? Et qu'est-ce que ça t'a fait, ce voyage, à toi, personnellement ? En fait, je ne me suis pas tellement posé la question de ce que je ressentais comme mère, comme juive, comme française. Je me suis dit que j'avais une mission qui était de raconter. J'ai pensé à Lee Miller d'ailleurs, cette photographe juive américaine qui s'est retrouvée embedded, incorporée dans l'armée américaine et qui a filmé, enfin photographié pour Vogue, pour les grands magazines américains, Times et tout ça, les camps de l'Ouest, Buchenwald. Et toute proportion gardée, voilà, elle est très belle, et mannequin avant d'être photographe. Je me suis un peu identifiée à cette figure-là et en fait, c'était la journaliste qui était là-bas, en fait. C'est pas la personne. Donc, tu ne veux pas briser la distance
Non, professionnelle et je pense même qui que te ça protège m'a, en fait. ouais, ça me protège et je pense que ça m'a même aidé à éviter de développer parce que voilà justement le fameux PTSD là, le Mm. syndrome post-traumatique, parce qu'évidemment, je vous dis d'avoir été là-bas, voilà les odeurs, l'odeur du sang, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas quand même. Mm. C'est très envahissant. De voir. Et puis évidemment, bon, là je suis pas la seule, mais j'ai vu voilà, le film, j'ai vu en plus un autre film avec du son, et ça, le Mm. son, c'est autre chose. Quand on entend les râles, quand on entend les appels à l'aide, c'est pas pareil de voir des images et de voir des gens. Mm. Voilà, donc j'ai vu des choses comme ça très dures, et j'ai parlé à des parents d'otages, et ça aussi c'est affreux parce qu'on s'identifie, quoi. Évidemment, on se met à leur place et on souffre pour eux, à la tante de Kfir par exemple, Mm. Bibas et Ariel Bibas. Les deux petits Les deux rouquins, les petits petits rouquins, enfants. voilà, j'ai parlé à sa tante et qui me disait encore, j'aimerais tellement pouvoir revoir Kfir. Quand je l'ai quitté, il était en train de faire du quatre pattes, voilà. Et tout ça, c'est évidemment très envahissant. Il y a des moments où quand je rentrais toute seule dans mon hôtel, je n'étais pas sûre de pouvoir écrire, mais le fait d'écrire, justement, de raconter, fait que ça permet de mettre à distance, de trouver des mots, Oradour-sur-Glane, des choses comme ça, et de trouver des mots, et puis on se dit que ça a du sens, quoi. Que voilà, au moins, peut-être que ça restera, pas ce témoignage-là, mais voilà, T'as fait. on écrit, voilà, de manière modeste, on écrit l'histoire. Bravo, t'as fait ton métier. Je veux juste, pour finir, te raconter un très bel entretien que j'ai entendu du directeur d'hôpital qui reçoit les otages, qui sont hospitalisés sous surveillance, etc. Un type assez extraordinaire, je dois dire, d'humanité, de bonté, dans son métier de médecin. Et il signalait évidemment qu'on s'occupe des otages, on les prend grand soin, physique d'abord, mais surtout psychologique, et qu'on les laisse raconter. Il disait, voilà, je ne vais pas vous raconter ce qu'ils m'ont raconté, parce que c'est à eux de le raconter quand ils voudront. Un total respect vis-à-vis des horreurs qu'ils ont vécues. Il a dit, c'est des choses épouvantables. Si vous le racontez, vous ne pourrez plus dormir la nuit. Et il a dit, je n'ai pas à raconter ça. C'est pas... Par contre, je peux vous dire que le personnel qui s'occupe d'eux a aussi besoin de soins. On a tous besoin de soins. Et donc, la distance que tu essayes de mettre, je la trouve très respectable et peut-être salutaire, parce que je crois que aucune personne humaine correctement constituée ne peut regarder de près ça sans être complètement bouleversée, en fait. Et quand on est évidemment, et qu'on connaît des gens, qu'on est le pays, qu'on soit israélien, qu'on est juif, là, on est forcément totalement submergé d'émotions. Et donc, merci pour ton témoignage. Ce monsieur s'appelle Itaï Pessar, je crois. Oui, tout à fait, Itaï Pessar. Mais oui, Un c'est type pour ça que extraordinaire. le traumatisme est collectif et la résilience l'est aussi. Voilà. Merci en tout cas Yeshaya d'avoir donné la possibilité voilà, de vous raconter ce voyage. Merci à toi.